Alors, ce matin, nous nous retrouvons autour de ce webinaire qui, en quelque sorte, annonce le prochain séminaire que nous organisons en collaboration avec la Chambre de commerce, destiné typiquement à la classe décisionnelle pour permettre aux chefs d'entreprise, aux dirigeants d'entreprise de pouvoir avoir un ensemble d'instruments pour piloter, bien sûr, leurs différentes entreprises. Et le thème qui va nous réunir au cours de ce séminaire est intitulé Comment élaborer un plan stratégique efficace pour la croissance de votre entreprise. C'est tout naturel que aspirer à la croissance, c'est le désir ultime de tout chef d'entreprise. Et pour y arriver, il y a un ensemble d'outils, de rudiments, d'approches à avoir. Et c'est la vocation de ce séminaire. Mais parlant de ce webinaire, l'on va donner quelques avant-goûts en termes d'approche, en termes d'idées, en termes de démarche sur ce que l'on attend réellement développer au cours de la période de ce séminaire. Mais avant tout, je me présente. Alors, je suis Armel Malan. Je suis diplômé de Kellogg Business School à Chicago et VIAO, qui est en fait la première université de business en Allemagne. Je suis spécialiste en finance d'investissement et stratégie d'entreprise, enseignant de finance et de pratique de finance à ESKE et certaines écoles d'executive education ici à Abidjan. Et régulièrement, nous organisons des activités sur mesure pour accompagner les chefs d'entreprise qui ont besoin, bien entendu, de se doter de nouvelles approches en matière de management et puis de gestion financière. Alors, le thème aujourd'hui, c'est construire un plan stratégique. Ça paraît quelque chose de peut-être de très grand ou peut-être de très particulier, mais qui dans le fond ne devrait pas l'être parce que on s'est dit que créer une entreprise, c'est une étape à franchir, mais maintenir cette entreprise dans le temps pour la pérenniser, c'est un autre défi. Et ce défi, la plupart des chefs d'entreprise avisés se donnent beaucoup plus de moyens de prédire le futur pour ne pas naviguer à vue. Parce qu'on est dans un monde très complexe, dans un monde en constante mutation, et dans ce monde-là, réussir relève bien entendu de la stratégie. Et donc, le plan stratégique dans son sens fondamental, c'est de permettre à tout chef d'entreprise d'anticiper sur le futur, tout simplement. Et donc, en termes de sommaire, c'est de comprendre la réflexion stratégique derrière l'importance du plan stratégique. Le second point, c'est de maîtriser l'analyse environnementale stratégique. Donc ici, nous allons passer un peu en substance sur les éléments fondamentaux. Le séminaire nous donnera matière à, bien sûr, à nous approprier tous les outils à la matière. Et le troisième point, ça serait le plan stratégique, votre boussole, pour booster la performance de votre entreprise. Alors, avant peut-être d'aller un peu plus loin, on va se donner un peu de rappel de statistiques concernant bien entendu le paysage des PME ici en Côte d'Ivoire. En fait, les chiffres officiels font état de ce que l'ensemble des PME constitue 98% des entreprises privées en place. 98% des entreprises privées en place. Et dans ces 98%, nous avons autour de 60 000 PME qui sont formellement constituées et 150 000 entreprises informelles. Mais ce qu'il y a lieu de bien remarquer, c'est que ces 98 000, et plutôt ces 98% d'entreprises ont un poids de seulement 20% en ce qui concerne le produit intérieur brut.
et emploie sensiblement autour de 23% de la population active. Ce qui montre un peu l'idée encore de manière à comprendre le caractère, je vais dire, peu pesant des PME dans leur ensemble. Seulement 20% pour 98% des entreprises qui existent sur le territoire national. Donc, ceci interpelle. Mais ça interpelle d'autant plus que quand on avance un peu dans les chiffres, on se rend compte que 80% des PME ferment leurs portes après 3 ans d'existence. Et ça, c'est quelque chose qui interpelle largement. Au-delà de ces défis qui se présentent, ou du moins qui minent les PME, on va plus loin pour se rendre compte que le financement est d'autant plus un défi que toute autre chose. C'est-à-dire 69% des PME ivoiriennes estiment que les plus grandes contraintes, c'est l'accès au financement. Mais dans le fond, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui justifie le fait que les entreprises aient du mal à... Donne-moi un instant, je vais ajouter des gens qui sont dans le waiting room. OK, c'est bon. Alors, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui justifie le fait que l'accès au financement pour les PME soit un défi aussi je vais dire, conséquent. Et que par derrière, qu'on soit confronté à un poids très faible des PME sur le tissu économique national. Donc, l'analyse nous fait état de 2 facteurs majeurs. Les 2 facteurs majeurs sont étroitement liés à l'absence de visibilité, de traçabilité au niveau des PME. C'est-à-dire que on n'a pas des instruments de gestion qui nous montrent une entreprise qui a envie de se pérenniser, une entreprise qui sait où elle part, qui comprend l'industrie, qui comprend l'évolution des choses, une entreprise qui travaille de manière à influencer sa rentabilité. En un mot, on a un appareil opaque. Et cet appareil opaque ne rassure pas suffisamment les pourvoyeurs de capitaux. Et donc, accompagner les chefs d'entreprise, c'est éventuellement leur envoyer à adopter une autre manière de piloter, de gérer leur entreprise. D'où toute l'importance de ces thèmes dont nous allons travailler ou sur lesquels nous allons travailler tout au long de ce séminaire. Alors, le séminaire en lui-même va nous permettre de pouvoir naviguer entre plusieurs éléments pour atteindre 2 objectifs majeurs. Le premier objectif, aider à élaborer un plan stratégique de croissance pour les chefs d'entreprise qui y seront présents. Et le deuxième point majeur, c'est d'aider à organiser les entreprises des différents participants. Mais qu'est-ce qu'on entend par plan stratégique? Nous aurons le temps de pouvoir voir. Et nous aurons également aussi le temps de pouvoir voir les différents outils et supports qui justifient bien sûr de ce plan stratégique. Alors, par la suite, le séminaire va s'endosser sur 5 focus particuliers. Le premier focus, ça sera de comprendre l'introduction au management stratégique. Le deuxième focus, ça serait éventuellement de pouvoir avoir une vue bien centralisée, bien précise de l'environnement dans lequel notre entreprise évolue, en considérant bien sûr que cet environnement
et plutôt il est composé de deux axes. L'environnement interne de l'entreprise qui permet bien sûr de pouvoir apprécier les forces et faiblesses de l'entreprise sur tous les axes, et l'environnement externe qui va s'interroger bien sûr à la vie macroéconomique, aux concurrents, à tout ce qui est bien sûr facteur de mutation socio-économique, pour que l'entreprise sache comment est-ce qu'elle se redéfinir sur le temps. Et par la suite, nous allons voir ce que l'on appelle directive stratégique et énergisation. La directive stratégique, c'est l'ensemble je veux dire, du mécanisme interne qui permet d'aligner tout le monde au sein de l'entreprise autour d'une vision commune, une vision qui sera déclinée en des axes stratégiques qui elles-mêmes déjà plutôt vont aboutir à des orientations stratégiques et à des objectifs stratégiques bien clairs pour permettre bien sûr à l'entreprise de poursuivre sa croissance. Et enfin, nous allons passer bien sûr à la construction du plan stratégique en tenant compte de tous ces éléments que nous aurons bien sûr élaborés en amont. Et une fois que le document stratégique est élaboré, nous aurons à avoir l'ensemble des outils qui permettent bien sûr de mettre en œuvre le plan stratégique et d'être flexible dans sa mise en œuvre. Voilà un peu pour ce qui concerne le séminaire qui nous attend. Et rentrons dans le vif du sujet en ce qui concerne notre webinaire du jour. Le premier point, comme l'on a dit, il est question de comprendre la réflexion stratégique derrière l'importance du plan stratégique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un plan stratégique s'interroge ou du moins se repose sur trois questions fondamentales. Et ces trois questions sont les suivantes. Où en sommes-nous? La première question. Où allons-nous? La deuxième. Et la troisième question, comment allons-nous y arriver? L'essence du plan stratégique, c'est bien entendu de répondre à ces trois questions. Et la première question, où en sommes-nous? Je vous assure, chers chefs d'entreprise, les dirigeants répondent à cette première question en évaluant leur organisation. Évaluer son organisation devrait être un exercice régulier, un exercice presque quotidien, pour s'assurer qu'on est dans un monde où les ressources sont limitées. Et la concurrence devenant de plus en plus rude, tirer son épingle du jeu, c'est d'être capable de s'auto-évaluer régulièrement pour reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses Pour forces. dire les choses à temps. On a tellement de choses dans la tête que quand tiens, paye 2 boîtes de 1000 francs. Et donc, s'assurer de pouvoir évaluer son entreprise de façon presque quotidienne. Et donc, cette évaluation va prendre en compte un ensemble d'indicateurs qui partent. C'est bon, on me reçoit, hein? Oui, on vous reçoit. Oui, on vous reçoit. Hein. Oui, on vous reçoit bien. Parfait. Parfait. Alors, donc, je disais que les dirigeants répondent à cette première question, où en sommes-nous, par l'évaluation presque quotidienne de leur organisation. Cela se fait en examinant les données financières, en examinant les tendances historiques, en comparant la performance financière de l'entreprise à d'autres entreprises du même secteur, à des concurrents qui sont sur le même segment que nous, en tenant compte bien sûr des facteurs aussi extra-financiers, tels que les procédures en place, telles que la qualité de service, telles que la satisfaction client et clientèle. En somme, on veut pouvoir avoir qu'est-ce qu'on vaut clairement en tant qu'entreprise, qu'est-ce qui fait réellement notre force et qu'est-ce qui constitue véritablement un défi, un challenge pour nous, pour lesquels nous avons besoin de nous réinventer à nouveau. Et ce travail permet de répondre à la question où en sommes-nous? Parce que pour qu'on soit capable de faire un plan stratégique,
Il faut être capable de déterminer ce qu'on veut maintenant. Quelles sont nos forces? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on est capable de faire maintenant? Et qu'est-ce qu'on voulait atteindre plus tard qui nécessite que l'on révisite ou du moins révise, et je veux dire, l'approche qui est en place ou travaille sur des aspects fonctionnels clés. Peut-être ça peut être des aspects fonctionnels en rapport avec la finance, en rapport avec les opérations, en rapport avec l'organisation même de business. Toujours est-il que cette question, c'est de pouvoir avoir une idée claire, nette de ce que vaut l'organisation. La première question. La seconde question que nous allons tenter de répondre, c'est la question où allons-nous? En réalité, où allons-nous est une question qui fait allusion à la vision, l'ultime vision de l'entreprise. Toute entreprise est créée pour un objectif, pour un but. Et ce but ou cet objectif doit être la chose la plus partagée de tous. Ça ne devrait pas être quelque chose qui est seulement caché, je veux dire, dans le tiroir du premier dirigeant ou qui est abstrait d'une certaine façon, dont personne ne partage, dont personne n'éprouve de la conviction à la matière. Mais la vision, c'est quelque chose qui devait être un facteur de mobilisation, qui devait stimuler de l'aspiration, qui devait permettre à quiconque collaborateur, collaboratrice au sein de l'organisation de se définir. C'est ce qui unit, c'est ce qui mobilise l'énergie, c'est ce qui peut permettre de pouvoir consentir des sacrifices énormes. Sans vision, on manage à pète. Où allons-nous? C'est une question fondamentale et qu'il faut être capable de répondre de façon précise. Et donc, nous disons ici que une fois que l'entreprise a formulé la réponse à où allons-nous, la troisième question, c'est comment allons-nous y parvenir? Et cette question touche le cœur de la gestion stratégique. Une organisation élabore des stratégies pour travailler à la réalisation de sa vision. L'on a vu avec des grandes structures en place pour qui la vision est un peu comme, je veux dire, le miroir de tous. Et il ne suffit pas d'en avoir une, mais il faut se donner le moyen de travailler à un environnement de travail qui permet à tous d'avoir les outils, les moyens, les procédures et bien sûr l'encadrement nécessaire pour pouvoir permettre à ce que l'entreprise atteigne sa vision, qui est l'ultime objectif. Et quand on a compris que en quelque sorte, la réflexion stratégique derrière la conception ou la construction d'un plan stratégique de croissance, c'est de répondre à ces trois questions qui sont fondamentales dans la vie de l'entreprise, se connaître soi-même. Où en sommes-nous? Savoir définir l'ultime objectif de l'entreprise qui est sa vision, où allons-nous? Et savoir se donner les moyens d'atteindre son objectif qui fait allusion à la gestion stratégique. Quand on sait ça, et bien entendu, on comprend bien entendu qu'un plan stratégique, c'est véritablement une boussole de gestion, c'est une boussole de pilotage. Aussi bien un business plan à la construction ou à la création d'une entreprise est exigé, aussi bien lorsque l'on est en train de gérer l'entreprise, un plan stratégique est exigé pour les chefs d'entreprise minutieuses qui veulent vraiment piloter de manière stratégique leur entreprise. Ici, le deuxième point de notre webinaire, c'est de passer en revue quelques éléments
en rapport avec l'analyse environnementale stratégique. Et pour ça, la démarche que l'on propose, c'est une démarche à 7 étapes. On a d'abord la première étape qui est l'évaluation de l'environnement macroéconomique. La seconde étape, c'est l'évaluation de votre secteur d'activité. La troisième étape, c'est l'évaluation de votre activité vous-même, c'est-à-dire de l'entreprise en termes d'aptitude, en termes de capacité. L'étape suivante, c'est de faire un benchmarking, un rapport entre l'analyse interne et l'analyse externe de l'entreprise. C'est-à-dire que lorsqu'on a étudié l'environnement externe et l'entreprise elle-même, on va faire une jonction. Et cette jonction va nous permettre d'identifier les compétences de base de l'entreprise par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on a de mieux que les autres ne l'ont pas? Et donc, cette façon de faire va nous permettre de déterminer notre positionnement stratégique, ce que l'on appelle la stratégie générique de l'entreprise. Ce positionnement stratégique tient compte de nos valeurs, nos compétences de base. Et par derrière, l'on va formuler notre stratégie de pilotage, de croissance sur la base des éléments recueillis, sur la base de notre positionnement stratégique. Tout ça, nous aurons l'occasion de passer en revue quelques éléments maintenant. Alors, pour aller un peu plus loin, nous allons nous appuyer simplement sur ce petit framework qui est en fait un framework des 4 C qui met en relief le consommateur, qui met en relief l'entreprise, qui met en relief les collaborateurs, c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs, et qui met en relief, qui met en relief en dernière position les concurrents. On peut bien s'en rendre compte qu'il y a une sorte d'interaction entre les entités. Et cette interaction exige bien sûr qu'on ait la capacité de s'auto-évaluer de manière à ce que notre auto-évaluation définisse clairement ce qu'on vaut. Parce que c'est de là que la stratégie que l'on va dérouler pour l'entreprise découle. Et donc, principalement, nous aurons 2 choses à faire. La première, c'est de déterminer les forces et les faiblesses de l'entreprise par le biais de l'analyse interne. La deuxième chose, c'est de déterminer la position stratégique sur le marché par l'analyse des forces externes. Et quand l'on parle de cette analyse interne et externe, de façon succincte, nous avons l'entreprise qui est au milieu, que vous pouvez constater là, et sur la droite, nous avons l'analyse externe qui se fera, et sur la gauche, nous avons l'analyse interne. L'analyse externe va nous permettre de scinder 2 éléments majeurs. Le premier élément, c'est l'ensemble des tendances générales. Les tendances liées à la demande et liées à l'offre, les tendances liées à la démographie, liées à la perception socioculturelle ou aux mutations socioculturelles, liées à la conjoncture économique ou même à la réglementation, les tendances liées à la technologie et à l'innovation dans notre secteur, les tendances liées aux données macroéconomiques, on va parler du produit intérieur brut, on va regarder l'attractivité des investissements directs étrangers, on va regarder globalement déjà la santé du marché par rapport bien sûr à un ensemble d'indicateurs. Cette tendance nous intéresse parce que ça permet bien sûr à l'entreprise de déguiser son appétit, d'aller encore plus loin en investissement, plus loin
pas, ou d'être prudent, ou de chercher à développer d'autres produits sur d'autres marchés, et ainsi de suite. Donc, on est regardant de ces tendances. Et l'autre élément concernant l'analyse externe va porter typiquement sur la structure du secteur de l'industrie dans laquelle on évolue. Parce qu'à chaque industrie, les réalités diffèrent. Selon que je suis dans une industrie évolutive, c'est-à-dire une industrie naissante, les réalités ne sont pas pareilles qu'une entreprise qui évolue dans une industrie, par exemple, mature, comme par exemple l'industrie peut-être de la banque. Ce n'est pas pareil que l'industrie, par exemple, du mobile money, par exemple. L'industrie, par exemple, de mobilité VTC, ce n'est pas pareil que l'industrie, par exemple, de l'agroalimentaire. Donc, selon la nature de l'industrie dans laquelle l'on évolue, les réalités changent. Si je suis dans une industrie à monopole, ce n'est pas pareil que lorsque je suis dans une industrie très fragmentée. Donc, l'on va se concentrer systématiquement sur la nature de notre industrie et étudier les facteurs clés de succès dans cette industrie. Qu'est-ce qui déclenche le succès? Est-ce la connaissance, bien sûr, des désirs consommateurs? Est-ce la détention d'une technologie hors norme? Est-ce bien sûr, je vais dire, le coût, parce que peut-être les consommateurs sont très sensibles au prix? Qu'est-ce qui fait le succès dans cette industrie? Est-ce la complexité ou est-ce les barrières, dans, je vais dire plutôt l'investissement qui est important, qui constitue bien sûr une sorte de barrière d'entrée qui peut prévenir qu'à tout moment, on ne pourrait pas s'attendre à un concurrent à tout moment parce que si vous prenez un secteur comme le secteur de la téléphonie mobile, aucun concurrent ne peut rentrer sans que les autres ne soient au courant parce que c'est un secteur qui est vraiment qui a des barrières d'entrée très importantes. Par contre, si on est tous dans le secteur, par exemple, du foncier, chaque année et chaque jour, peut-être même des centaines d'entreprises se créent sans que personne ne sache. Oui, parce que c'est très aisé de pouvoir s'y lancer. Alors, donc, l'entreprise va étudier de façon minutieuse et savoir qui est réellement ses concurrents, qui représente véritablement ses clients primaires, secondaires, tertiaires, et comment est-ce que ces clients manifestent les désirs de consommation. Et qu'est-ce qui les déclenche à l'achat? Qu'est-ce qui stimule leur, je veux dire, leur préférence d'un produit A par rapport à un produit B? Est-ce qu'ils sont partants pour des produits de substitution ou sont des clients qui recherchent une fidélité à une marque précise? Tous ces éléments sont ultra importants pour tout chef d'entreprise qui veut s'inscrire dans une logique de gestion stratégique de son entreprise. Et du côté de l'analyse interne, on va regarder tout ce qui touche à l'entreprise en partant de son cycle d'exploitation. L'acquisition de facteurs comme marchandises, si on était bien sûr sur des entreprises de production, on va regarder son cycle de production, c'est-à-dire les charges que cela, je veux dire, rend faible. Parce qu'on veut pouvoir être capable de pouvoir se faire un benchmarking. Parce que c'est ce qui va nous faire savoir pourquoi est-ce que nos produits coûtent peut-être un peu plus cher que les produits de la concurrence. Peut-être que notre réseau d'approvisionnement est un peu défaillant. Peut-être qu'on achète un peu plus cher que la concurrence. Ou peut-être qu'on produit beaucoup plus cher que la concurrence parce qu'on ne dispose pas d'équipements peut-être, je vais dire, modernes. Ou peut-être qu'on fait un peu trop de gâchis dans la production. Donc, toujours est-il que l'entreprise va morceler son exploitation pour être capable de dénicher tous ces éléments qui influencent son rapport à la concurrence. On va faire régulièrement ce benchmarking. C'est pour ça que vous voyez un peu cette flèche-là qui nous envoie pour dire régulièrement en train de prendre nos données, les données financières, faire le benchmarking avec la concurrence, prendre les données de la chaîne de valeur de production, faire des benchmarking avec la concurrence, déterminer les facteurs clés de réussite ou de succès et faire le benchmarking tout le temps avec les concurrents pour s'assurer qu'on a un
Allô? Oui, la Oui, connexion était partie, mais là, c'est oui, revenu. oui, la connexion est partie, mais je pense que c'est bon. D'accord, parfait. Donc, je repartage l'écran. OK. Donc, je disais que l'environnement externe joue un rôle essentiel dans le façonnement du marché et permet à l'entreprise de savoir réellement où elle se trouve. Et l'un des concepts les plus fondamentaux dans la gestion des entreprises, c'est que les dirigeants doivent ajuster leur stratégie pour refléter les forces évolutives qui façonnent non seulement le marché intérieur, mais de plus en plus important, le marché global, parce que on est sur des marchés où on a des concurrents qui viennent un peu de partout. Et donc, on est censé également aussi étendre, élargir notre spectre d'observation sur la possibilité que quelqu'un quitte l'extérieur pour venir jouer sur notre champ. Et donc, ce qui motive les entreprises à peut-être venir compétir avec nous pour avoir à baliser clairement comment est-ce on évolue ou comment est-ce qu'on projette de piloter notre entreprise dans le futur. Et donc, pour ce qui concerne l'analyse interne, comme j'étais en train de le préciser d'entame de jeu, l'avantage concurrentiel d'une entreprise est, en fin de compte, son facteur clé de succès, la performance financière recherchée, réside dans l'efficacité des process internes et dans l'amélioration continue. Une entreprise qui ne sait pas où est-ce qu'elle a des faiblesses pour pouvoir s'améliorer de façon continue pourrait elle-même se mettre en danger au cas où, bien sûr, des grands acteurs faisaient leur présence sur le segment sur lequel l'entreprise opère. Parce qu'elle n'a pas appris peut-être à faire une concurrence, à avoir affaire à une concurrence rude. Donc, elle se contente un peu du fait que ben, chaque année, mon résultat est excédentaire, donc c'est bon. Je n'ai pas besoin de réinventer la roue. Le problème, c'est comment est-ce que tu te défends lorsque tu es confronté à peut-être une sorte de déclin sur ton segment ou à une concurrence rude qui nécessite que tu te réinventes. Comme tu n'as pas appris à t'auto-critiquer, à diagnostiquer ton système en place, il te serait presque difficile. Et c'est ce qui fait que pour la plupart, quand nous sommes sur des dossiers de financement, les, les établissements financiers ont du mal qui décrit clairement là où l'entreprise avantage, je veux dire, générique, et ce que l'entreprise éventuellement projette d'améliorer sur du long terme qui capitalise éventuellement le résultat qu'elle affiche maintenant, mais qui pourrait s'améliorer selon que l'on arriverait à renforcer, bien sûr, ses capacités dans le futur. Et donc, l'analyse interne, pour faire simple, c'est se poser la question de savoir qu'est-ce que je vaux aujourd'hui et où est-ce que j'aurais pu être si éventuellement tous les voyants étaient ouverts. Et donc, on peut toujours, dans cette analyse, passer en revue tous les éléments qui influencent notre performance. Je prends toujours le cas des entreprises de production. C'est là-bas que les process sont bien des fois complexes. On va regarder nos process d'acquisition de matières premières, nos process de production, partant bien sûr de la main-d'œuvre
partant de l'immobilisation, partant du cycle de production, partant de la qualité, partant même déjà de nos indicateurs de stock d'encours, de stock de matières premières, de stock de produits finis, tout ça pour évaluer notre besoin en fonds de roulement. On va passer tout ça au diapason. On va aller regarder notre chaîne de distribution, c'est-à-dire la vente, les chaînes de distribution, peut-être les partenaires intermédiaires à la distribution. Comment est-ce que l'on les évalue? Comment est-ce qu'éventuellement déjà on redynamise cette chaîne de distribution? Comment est-ce qu'on crée bien sûr de l'adhésion à alignement aux objectifs de l'entreprise? Une fois, je suis en train de parler avec quelqu'un tout à l'heure, là je crois que ça fait moins d'un mois, il me disait que, dernièrement, c'est pas pour faire de la publicité, mais il me disait que dernièrement, c'était Afrique Auto qui avait la licence de commercialisation de Mercedes, mais là, je viens de me rendre compte que c'est CFAO maintenant. Il dit, ah bon, hein, tu viens de te rendre compte. Sinon, nous, on le savait depuis longtemps parce que la marque travaille avec des partenaires qui s'inscrivent non seulement dans une sorte d'éthique qu'eux-mêmes ont créée, dans une perception de la marque qui veut que chaque partenaire puisse, je vais dire, refléter, il s'inscrit aussi dans une logique de performance dans laquelle il veut que chaque partenaire également aussi puisse, je veux dire, tenir. Donc, quand tu ne remplis pas ces conditions, quoi que tu t'appelles Afrique Auto, mais estime que tu n'es pas à la hauteur. Et ils vont chercher quelqu'un d'autre. Ça, c'est juste un exemple banal que je prends. C'est pour dire que si j'étais une entreprise qui s'appuyait sur des distributeurs intermédiaires pour, je veux dire, envoyer mes produits vers les consommateurs finaux, il faut que ces distributeurs-là aient des performances, des indicateurs clés de performance pour évaluer qui mérite d'être dans mon réseau et qui ne le mérite pas. Et au-delà même de ces distributeurs, il faut qu'ils soient capables de pouvoir apprécier le jour le désir de satisfaction des derniers consommateurs. Que je voie éventuellement, est-ce que mon service est à la hauteur? Que je comprenne bien sûr quelle est la perception de coût par rapport à la perception de satisfaction que chaque client reçoit de mon produit que je mets en évidence. C'est ce qui peut me permettre bien sûr de pouvoir avoir à taxer même des premiums. Si j'achète un produit qui estime que dans mon cerveau, j'ai l'impression que le produit coûte plus cher que l'argent même que j'ai dépensé pour l'avoir. Ou que je sois dans l'inverse. Je paye un produit, mais j'ai l'impression que c'est cher payé. Un tel produit, je serai demain exigeant de voir quelle peut être par la suite l'amélioration continue de l'entreprise en termes, bien sûr, d'analyse, de satisfaction auprès de la clientèle, en termes d'amélioration, en termes, bien sûr, de feedback recherché des clients. En un mot, on va s'assurer qu'on passe tout au dans le sens de fidéliser et de retenir de façon durable possible nos consommateurs ou nos clients. Euh, Interne, on va s'intéresser aux données financières. On va regarder, bien sûr, nos états financiers. Et à ce niveau, on a deux questions à se poser. La première question remonte à la performance financière de l'entreprise, laquelle performance financière fait allusion au compte de résultat de l'entreprise et à son tableau de flux de trésorerie, que l'on va passer au diapason par un diagnostic financier très critique, déterminer des différents ratios d'équilibre et pour s'assurer, bien entendu, que on tient le morceau du bon côté. Et s'interroger en dernière position sur la santé financière de l'entreprise qui fait allusion bien sûr au bilan. Donc quand je parle de performance, je fais allusion au compte de résultats et au tableau de flux de trésorerie. Et quand je parle de situation financière de l'entreprise, je fais allusion au bilan de l'entreprise. Donc, on va analyser le bilan de l'entreprise pour déboucher sur sa rentabilité, la rentabilité économique, la rentabilité financière de l'entreprise et déterminer bien sûr le fait de levier de l'entreprise, déterminer un ensemble d'indicateurs qui montrent bien sûr qu'on a une entreprise qui évolue dans le temps. Et ces indicateurs que nous déterminons
en faire un parallélisme, c'est-à-dire qu'on fait une analyse horizontale où on étudie l'entreprise sur plusieurs années pour voir comment est-ce que l'entreprise évolue par rapport à elle-même. J'étudie les données de 2025 par rapport à 2024, par rapport à 2023, par rapport à 2022, ainsi de suite. Et je fais une analyse qui se projette sur les concurrents pour voir mes données que j'ai, je vais dire, qu'est-ce qu'elles représentent par rapport à l'ensemble des acteurs sur le même secteur. Si, par exemple, on est dans des situations où on peut voir que la concurrence, par exemple, en termes peut-être n'importe quoi, des charges financières, tourne autour de, je ne sais pas quoi, de 1% de son excédent brut d'exploitation et que nous sommes peut-être à 5% de notre excédent brut d'exploitation, on peut se poser la question. Si on voit que peut-être dans l'industrie, la plupart ont pour indicateur d'investissement un montant équivalent peut-être à 5% par exemple et plutôt 2 fois les dotations aux amortissements et que nous, on fait de l'investissement inférieur même à la moitié de nos dotations aux amortissements, vous pouvez vous imaginer que d'un point de vue financier, ça veut dire quelque chose. Et donc, on va chercher les explications. Pourquoi est-ce que les autres font beaucoup plus d'efforts à investir pour s'attirer des affaires et que nous, au lieu d'investir, au contraire, on dégraisse. Parce que si notre dotation aux amortissements est supérieure à nos investissements, ça montre qu'on ne voit plus d'opportunités de croissance dans notre secteur. Donc, on n'investit plus. Qu'est-ce qui justifie ça? Alors que les autres investissent. Donc, tout ça, ça parle. Et c'est l'analyse du bilan qui va nous permettre, bien sûr, de dégager ces éléments et d'être capable de pouvoir s'interroger de la bonne des manières. Je pense qu'il y a des gens qui doivent... Alors, c'était juste quelques éléments pour dire que lorsque nous serions en situation réelle de séminaire, ce sont des frameworks, ce sont des outils que l'on va exploiter pour arriver à diagnostiquer clairement l'entreprise, le diagnostic stratégique de l'entreprise et pour réellement vous permettre de pouvoir avoir une vue d'ensemble de l'environnement dans lequel vous évoluez, parce que c'est cette vue d'ensemble très minutieuse qui va nous permettre de pouvoir développer ou concevoir notre plan stratégique de croissance. Et voyez-vous que l'analyse interne et externe permet à l'entreprise de définir son positionnement. Et toute stratégie qui va venir par la suite est fonction de ça. Alors, on a principalement 4 façons de se positionner. La 5e façon, je vais l'expliquer tout à l'heure. Mais de façon générale, on a 4 manières ou 4 façons de se positionner. Soit on décide de servir tout le marché. Je prends par exemple le marché de l'eau minérale. On dit, bon, nous, on est une entreprise, on constate que au fur et à mesure que les choses passent, le marché de l'eau minérale devient de plus en plus attractif et on veut y aller. Mais on n'a pas envie de vendre les bouteilles ordinaires dont on pourrait trouver sur le marché des 33 centilitres à 100 francs. Mais on veut vendre de l'eau minérale pour, par exemple, des diabétiques, un exemple. Nous, notre produit, c'est orienter tous ceux qui ont un problème de diabète. L'eau, la bouteille de 33 centilitres, pour nous, ça va coûter 1000 francs au lieu de 100 francs. Un tel monsieur, il vient de prendre un positionnement stratégique de ici. C'est-à-dire, il est sur un segment de différenciation, un marché niche. Il ne sait pas tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui veulent de l'eau minérale qui l'intéressent. Non.
c'est ceux qui veulent de l'eau minérale, mais qui ont un problème de diabète. Donc, il est sur un segment niche. Ils ne sont pas peut-être nombreux, à part ceux qui pourraient avoir besoin de l'eau minérale. On est d'accord? Mais sauf que, si, comme il est un segment niche et qu'il est sur un produit différencié, ce produit différencié, qu'est-ce qu'il va? Il va taxer un prix premium. Donc, il va un peu plus cher. C'est elle-même. Non, c'est elle-même. Et on peut avoir un autre qui dit, ben, moi, je suis sur un segment, cette niche, mais je vais faire du low cost. Je vais vendre moins cher sur un segment niche. Donc, moi, j'ai des produits, mais mes produits concernent les bébés. Je vends peut-être n'importe quoi, du lait pour bébé. Mais c'est du lait accessible, moins cher. Ce n'est pas du lait pour tout le monde. C'est pour les bébés. Mais accessible parce que j'ai la capacité de pouvoir tirer tous les coûts vers le bas. Je suis sur toute la chaîne des valeurs, depuis l'élevage, je vais dire, des bétails qui vont permettre de pouvoir extraire le lait jusqu'à la production du lait de l'enfant. Je maîtrise toute la chaîne de valeur dont je suis capable de pouvoir produire un prix compétitif et vendre moins cher sur un marché niche. Une autre personne pourrait dire, moi, c'est du lait pour tout le monde. Mais mon lait, le lait que je produis a une particularité. Et cette particularité du lait est que ça renforce, je ne sais pas quoi, l'intelligence, ou peut-être que ça crée beaucoup plus d'effet d'énergie. Et pour ça, tout le monde peut avoir besoin, que ce soit les bébés, les grandes personnes, les adolescents, tout le monde peut avoir besoin. Mais à cause de cette différenciation, mon produit va coûter un peu plus cher que les autres. Celui-là, il est sur un marché élargi, mais avec un produit différencié. Et en fin de compte, on peut avoir quelqu'un qui s'adresse à tout le marché, mais avec un produit standard sur lequel il s'oriente vers le leadership de coût, vendre moins cher sur un marché élargi. Et donc, cette façon de se positionner permet à l'entreprise de savoir par la suite quel est l'ensemble de stratégies à mettre en place en tenant compte de notre positionnement stratégique qui pourrait permettre à l'entreprise de créer un environnement évolutif, un environnement performant de gestion. Et il y a des entreprises qui ne font aucun de ces 4 positionnements, mais qui sont hybrides sur 2 ou sur 3 choses. C'est cela qu'on appelle stack in the middle, c'est-à-dire le conseil au milieu. Donc, soit il fait 2 choses à la fois ou 3 choses à la fois, et c'est très difficile quand tu es dans cette situation. Très, très, très difficile en termes d'approche, en termes de stratégie, en termes de fidélisation, c'est un peu compliqué. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir être capable de détecter un segment bien précis et se positionner de façon durable et avoir une stratégie adéquate qui te permet, bien sûr, de supplanter l'ensemble des concurrents. Donc, voilà un peu de façon sommaire ce que l'on voulait rappeler en ce qui concerne l'analyse environnementale stratégique de l'entreprise qui est axée sur les 2 segments, l'analyse externe et l'analyse interne, qui permet en fin de compte à l'entreprise de déboucher sur son positionnement stratégique et de ce positionnement stratégique d'aller sur des stratégies spécifiques qui tiendront compte de sa force, qui tiendront compte bien sûr des mutations socio-économiques, qui tiendront compte de la structure de l'industrie dans laquelle l'entreprise évolue, qui tiendront bien sûr compte également aussi des tendances macroéconomiques. Et donc, quand on a compris ça, on rentre dans le vif du sujet qui est le plan stratégique, votre boussole pour booster la croissance de votre entreprise. Alors ici, ça commence par quoi exactement? Voyez-vous le slide qui est là dit de la vision à l'action. En fait, c'est par là que notre séminaire va commencer, à proprement dit. Les autres éléments sont des prérequis dont nous allons fournir des templates, nous allons fournir des supports pour permettre à chaque entreprise et chaque participant d'être capable de mapper son environnement de travail, de pouvoir bien sûr faire son autocritique, de faire les SWOT, de faire les Michael Porter 5 Forces, de faire les Forces, de faire tout ce qui est framework pour arriver à une analyse claire de son environnement, de son entreprise,
pour que nous, on soit capable de zoomer sur ces réalités pour produire son plan stratégique. Et lorsqu'on finit ce séminaire, on part avec un ensemble de supports déjà préconçus qui vous donnent de pouvoir aller en situation réelle, créer une équipe, ce qu'on appelle le stratégie planning team, l'équipe de planification stratégique au sein de votre entreprise pour travailler à concevoir votre plan stratégique et à piloter votre entreprise sur la base de ce plan. Je vous assure que si vous le faites, ou du moins si vous êtes, je vais dire, vous l'avez déjà au sein de votre entreprise, c'est un élément qui permet de ne pas naviguer à vue, mais d'anticiper sur les choses et de rester dans un environnement de flexibilité et d'adaptativité, parce que dans la mise en œuvre du plan stratégique, il faut avoir le regard que chaque jour, des facteurs nouveaux peuvent influencer la réalité du marché, la réalité de l'industrie et même la réalité même je vais dire, du secteur. Et donc, ajuster les éléments en fonction, selon que peut-être un nouveau concurrent est rentré sur le segment qui est en train de bouleverser les choses, il faut adapter. Selon que peut-être nous sommes confrontés à une réception, il faut adapter la stratégie. Selon que nous sommes confrontés à des difficultés de levée de fonds, peut-être sur les marchés financiers ou même peut-être par emprunt, il faut adapter la stratégie. Donc, une stratégie en elle-même n'est pas quelque chose de statique, mais c'est quelque chose de dynamique qui évolue, qui a besoin d'être passé en peigne au diapason chaque jour que Dieu fait. De la vision à l'action. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? Tout simple. Je vous présente un tableau holistique. C'est ce tableau que, lorsqu'on a fini de faire votre analyse, on fait ressortir pour que de ce tableau ressorte votre plan stratégique. Le tableau commence par votre vision. Parce que toute entreprise qui veut se projeter dans le futur se projette toujours avec une vision. La vision, c'est ce que vous attendez être d'ici les 5, les 10, les 15 années à venir. Elle peut changer après ça. Et vous pouvez reformuler une autre vision. Mais quoi qu'il en soit, une vision s'impose aussi longtemps que l'on parlera de plan stratégique. Aucun plan stratégique ne peut être conçu sans vision. Et une fois que la vision est générée, un ensemble d'actions. Et ces actions, l'on les appelle des axes stratégiques. J'ai ma vision globale. Ici, on a une vision que l'on a conçue pour une entreprise de la place avec son équipe, qui est un groupe de à peu près 200 personnes par là. Et la vision, c'est de construire un pôle d'expertise de premier plan au service du développement, fermement axé sur la croissance durable de nos entreprises, parce qu'elle a des filiales, et le bien-être de nos collaborateurs. Ça, c'est la vision du groupe en question. Et de cette vision, l'on a décliné 5 axes stratégiques. Et les axes stratégiques, c'est un peu comme des objectifs généraux. Et c'est de ces axes stratégiques que les objectifs vont ressortir en quelque sorte. Et si le premier axe stratégique de l'entreprise, c'est que l'entreprise veut améliorer son expertise et sa productivité. Donc, l'on a appelé expertise et productivité. Il est question d'accélérer la productivité de l'entreprise via une expertise avérée. Donc, l'entreprise comprend que pour qu'elle atteigne sa vision, qui est de devenir un pôle d'expertise de premier rang au service du développement, elle se doit absolument de se concentrer sur sa productivité, de se concentrer sur ses talents internes. Donc, elle va en faire un axe stratégique. Elle va développer un ensemble d'objectifs, un ensemble d'actions, un ensemble de plans permettant bien sûr à ce que, au bout d'une certaine période, quand on est sur les plans stratégiques, on est sur une horizon de 3 ans, une orientation plutôt de 3 ans. Donc, sur les 3 ans, elle veut pouvoir être capable de s'autocritiquer pour dire qu'est-ce que je fais réellement dans le sens de l'amélioration de mon expertise et de ma productivité.
Et donc, dans ce axe stratégique, on va avoir des orientations stratégiques et des objectifs stratégiques à l'intérieur. Et l'axe numéro 2 fait allusion à quoi? À la croissance durable et au positionnement national. L'entreprise estime qu'il faut que ces entreprises, en fait, le groupe plutôt, il faut que les filiales qui sont en son sein ne soient pas des filiales qui sont dans l'activité de subsistance ou bien de subsistance, mais qu'elles soient dans l'activité de pérennisation. C'est pour cela qu'on parle de croissance durable. Il faut que ce soit des activités qui perdurent dans le temps, qui aient de l'ancrage en matière de positionnement national. Donc, elle va y travailler. Et cela va passer sûrement par la satisfaction clientèle, par l'amélioration du service, par, bien sûr, l'amélioration de la qualité du service, par aussi le respect des cahiers des charges, le respect des engagements, le respect, bien sûr, le respect je veux dire, des engagements et, bien sûr, des exigences, bien sûr, clientèle. Elle va prendre tout ça en compte parce qu'elle veut avoir un positionnement. Donc, son image de marque, la perception que l'on a de la société, ou du moins la perception que l'on a de l'entreprise dans la société, ou bien du moins dans le pays dans lequel elle évolue, elle va prendre tout ça en compte. Elle va y travailler. L'axe numéro 3 nous parle de le client au cœur de notre activité. C'est une entreprise qui va concentrer son énergie à mettre le client au premier rang. Satisfaction ou rien. En un mot, satisfaire ou rembourser. Donc, on va travailler parce que l'entreprise estime que les exigences des clients devraient être son sens je vais dire, son moteur, son levier de croissance, qui cherche des clients exigeants, qui vont l'aider à s'autocritiquer et à s'améliorer davantage. Et enfin, bon, pas enfin, en quatrième position, nous avons la stratégie qui dit un groupe résolument responsable, c'est-à-dire favoriser le bien-être du personnel, intégrer les préoccupations des tiers parties prenantes. Une entreprise qui considère que son cadre de travail doit être un cadre favorable, un cadre qui stimule bien sûr la performance, donner le meilleur à ses collaborateurs, leurs conditions sociales, bien sûr, créer des avantages sociaux qui permettent aux collaborateurs de délivrer le mieux que possible, comme on connaît de plusieurs entreprises comme les Google et autres, ou même quand tu es dans l'entreprise, tu n'as même plus envie de rejoindre ton propre domicile. L'entreprise est consciente de cela. L'entreprise est consciente que même au-delà des salariés, il faut prendre en compte l'aspiration des actionnaires. Il faut prendre en compte l'aspiration des partenaires financiers, des partenaires stratégiques, techniques. En un mot, une entreprise, un groupe résolument responsable, responsable de l'environnement, responsable de l'écologie, responsable bien sûr du réchauffement climatique. En un mot, c'est une priorité pour eux et ils vont y travailler dans le plan stratégique. Le 5, c'est le groupe Notre Force parce que c'est un groupe qui veut déployer des talents et montrer sa maîtrise de son exploitation. Ce n'est pas un groupe qui fait de l'à peu près. Ce n'est pas un groupe qui recrute les canards boiteux, mais c'est un groupe qui cherche les meilleurs du secteur, qui crée une sorte de conglomérat de talents et qui travaille de manière à ce que ces talents constituent le vivier de sa croissance. Et donc, quand on a décliné notre vision en axe stratégique, la suite, ça serait bien sûr ce qui vient. Vision qui donne axe stratégique qui nous envoie à des orientations stratégiques, les orientations stratégiques qui vont nous permettre de dégager un ensemble d'objectifs stratégiques, les objectifs stratégiques qui vont nous permettre de pouvoir définir notre plan d'action. Chaque objectif stratégique va donner naissance à un plan d'action. Et le plan d'action va engendrer un plan de suivi et d'évaluation.
Et c'est un travail en boucle que l'on fait. Et dans le plan stratégique, chaque élément est mappé de la manière la plus précise possible. On sait que pour nous, parce que là, on a pris un groupe, on a plusieurs axes stratégiques. Ça pourrait être une petite entreprise qui en a seulement que 2. On a notre vision, on a 2. Peut-être optimisation du process de production et peut-être n'importe quoi autre chose, satisfaction clientèle ou bien efficience commerciale. Voilà peut-être nos 2 axes. Si on était une petite entreprise, et au sein de ces 2 axes, on va avoir des objectifs. Un des objectifs pourrait être qu'on veut pouvoir réduire peut-être nos charges directes de 20%. Un deuxième objectif pourrait être qu'on veut pouvoir, je vais dire, raccourcir nos délais de production de peut-être, je ne sais pas quoi, de 25%. Et il ne suffit pas de le dire pour le faire. Il faut être capable de pouvoir aller en profondeur dans l'analyse pour définir quels sont l'ensemble des éléments qui vont nous permettre, bien sûr, de réduire nos charges directes de 20%. Est-ce le volet de supply chain en lien avec l'acquisition de matières premières ou est-ce le volet de la production ou est-ce le volet de la distribution? Et si tel était qu'on avait repéré là où notre faille se trouvait, quels sont les leviers que l'on va disposer pour y arriver? Donc, on va dégager ça dans un plan clair d'implémentation qui serait assigné à des acteurs et des indicateurs clés de performance seront assortis de ce plan d'action qui permettront bien sûr à l'équipe de veille de pouvoir bien sûr chaque jour veiller et contrôler, superviser, surveiller l'évolution de chaque objectif. Et donc, on va le faire pour chaque élément que l'on aurait dégagé. Et le plan en lui-même, il nous donne cette capacité, bien sûr, de ne plus être de ceux qui inventent ce qu'il faut faire le jour le jour. Une entreprise où on invente tout chaque matin, où l'orientation est approximative, où les décisions stratégiques, où les choix stratégiques sont biaisés parce qu'on n'a pas une analyse holistique du sujet, c'est clair qu'on se fragilise le jour le jour. Le plan stratégique vient comme un support que toute entreprise devrait se munir. Une entreprise se doit de se projeter dans le futur via un support capable de lui permettre de pouvoir faire la différence. Parce qu'on est, qu'on veut ou pas, en concurrence et en permanence concurrence. Et on recherche des ressources rares. L'argent qu'on recherche n'est pas en abondance. C'est une ressource rare. Et si la ressource qu'on recherche est rare, il va sans dire que seuls ceux qui sont très bien organisés, bien outillés, bien préparés, pourront y arriver. Et donc, que vous partiez dans n'importe quelle multinationale, on ne parle pas de concevoir un plan stratégique parce que c'est un élément de base. C'est le minimum. Et c'est sur ça qu'est endossé les budgets, est endossé les recrutements, les immobilisations, tout est endossé sur ce plan stratégique. Malheureusement, on a tendance à croire que c'est l'affaire des grands. On a tendance à croire que c'est l'affaire des multinationales. Non, 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 non. Ce n'est pas une affaire de multinationales, ce n'est pas une affaire de grands. Mais c'est plutôt une affaire de gestion. Et aujourd'hui, on ne cessera jamais de le dire, on est sorti de la science de production à la science de la gestion. C'est-à-dire, la production est devenue la chose la plus décentralisée possible qui puisse exister. Elles sont nombreuses ces entreprises qui ont les meilleurs produits mais qui ne produisent rien du tout. Parce qu'elles ont externalisé cet aspect des choses. Des gens produisent pour elles. Mais les entreprises qui prospèrent sont les entreprises qui ont une gestion optimale. Elles sont nombreuses. Vous allez partir chez notre ami Orange Côte d'Ivoire ici. Vous verrez que le même opérateur technique Huawei qui est chez Orange se trouve chez MTN et chez l'autre également. Mais pourtant, sur le marché, ils n'ont pas le même positionnement. Parce qu'en plus d'avoir l'acteur qui nous permet de faire la production,
La croissance réside dans la gestion stratégique, la capacité à comprendre la tendance, la capacité à comprendre les désirs consommateurs, la capacité à travailler sur son efficience, la capacité, bien sûr, à se réinventer en tout état de cause, à ne rien, je vais dire, imaginer dans l'immédiat, mais à être capable de pouvoir définir une logique, une synchronisation cohérente entre les actions qu'on mène le jour pour le bien de l'entreprise. Et une fois que cette réflexion nous a permis de définir notre plan stratégique tel que évoqué précédemment, un faire est de l'avoir, mais un autre faire est d'être capable de faire la mise en œuvre. Et c'est là où beaucoup pêchent, là où beaucoup de chefs d'entreprise ont du mal. Ils ont des documents bien constitués, bien élaborés, qui servent en quelque sorte de décor, parce qu'on n'arrive pas véritablement à tirer de la valeur sur la base de ces documents. Et donc, au cours de ce séminaire, l'aspect mise en œuvre du plan stratégique, l'on va zoomer là-dessus et fournir un ensemble de rudiments, de supports, de matrices permettant bien sûr de veiller à la mise en œuvre du plan stratégique. Et cette mise en œuvre se présente comme si le plan stratégique, on est là, on cherche à faire l'exécution du plan stratégique. Donc, on est au milieu ici, sur mon tableau. Et on a 4 éléments aux alentours. Le premier élément, qui est en fait le plan stratégique lui-même, qui est la référence. Le document support sur lequel on s'appuie. Donc, vous voyez, c'est un élément à double flèche. C'est-à-dire, on consulte le plan stratégique dans la mise en œuvre du plan lui-même. Et on fait une mise à jour du plan stratégique en fonction des réalités qui se présentent sur le terrain. Parce que les réalités changent. Les réalités d'hier peuvent ne pas être les réalités d'aujourd'hui. Donc, on est dans une logique de flexibilité et d'adaptativité. De manière à ce que, au moment de la mise en œuvre, s'il y a un élément nouveau qui influence les données du marché, qu'on soit capable de faire une mise à jour du plan stratégique et de pouvoir, bien sûr, revenir à notre aspect exécution. Dans l'exécution du plan stratégique, le management, les process, l'alignement du système est un élément important. Il faut avoir des outils numériques qui permettent de pouvoir imposer un esprit de changement. Il ne faut pas que les gens restent dans leur logique cartésienne de travail pour explorer quelque chose de nouveau. Qui parle de quelque chose de nouveau crée un environnement nouveau, un système de gestion, des contrôles de procédures qui vont permettre, bien sûr, à un alignement parfait et cohérent de l'ensemble de l'outil que nous sommes en train de mettre en place. Exécuter un plan stratégique, c'est avant tout un mindset de concurrent qui imbibe tout le monde avec un niveau d'énergie hors norme. Donc, on a une équipe d'animation qui a pour vocation de s'assurer que tout le monde comprend la chose de la manière la plus simple possible et qu'on est aligné à tous les niveaux et qu'on a des mécanismes pour résoudre les difficultés qui s'imposent en temps réel. La capacité à prendre des décisions difficiles dans l'exécution. Parce que l'exécution sous-entend bien entendu qu'on veut traduire quelque chose qui est écrit en action. Et il peut s'avérer que dans la tradition, qu'on ait des déphasages sur le terrain, mais notre capacité, bien sûr, à prendre des décisions, à pouvoir éventuellement aligner ces décisions par rapport à l'ensemble de notre force de travail s'impose. Et bien sûr, le leadership. Ce leadership, c'est l'esprit de leadership qui montre déjà l'énergie que les premiers dirigeants eux-mêmes dégagent pour, et je vais dire, fédérer tout le monde autour de l'ultime objectif que l'on veut atteindre. Il faut que quiconque, peu importe le niveau qu'il occupe dans l'entreprise, comprenne que quelque chose est en train de se mettre en place et comprenne ce quelque chose, c'est quoi exactement et quelle est moi, ma contribution dans ce quelque chose que nous sommes en train de rechercher tous. Et sache comment est-ce qu'il est évalué et comprenne la pertinence
des indicateurs que l'on a mis, les indicateurs de performance que l'on a mis à son sujet. En quoi est-ce que les atteintes influencent l'objectif global recherché? Et ça, j'avoue que ce n'est pas évident. Mais il faut y arriver. En ce moment, on peut pouvoir se dire qu'on est en train de s'inscrire dans une logique de gestion stratégique. Laquelle gestion stratégique est inévitable pour toute entreprise en quête de croissance. Ici, voyez-vous qu'on parle de plan stratégique efficace pour croissance. Donc, on fait la jonction entre les deux. Ce n'est pas un plan stratégique pour une entreprise qui veut rester dans sa routine quotidienne, mais ce sont des entreprises ou des chefs d'entreprise qui visent, bien sûr, étendre leur entreprise, soit par une croissance organique, c'est-à-dire l'activité dans laquelle ils sont, ils veulent étendre cette activité principale, ou par une croissance externe, faire des prises de participation, faire des fusions et acquisitions, ou même, je veux dire, racheter des filiales hors marché, hors pays et autres. Donc, toujours est-il que vous avez un projet de croissance et vous voulez avoir un support de gestion qui vous permette bien sûr de piloter, de suivre chaque étape de l'évolution de votre entreprise pour être capable d'atteindre l'objectif de croissance que vous vous êtes assigné. Sans ce sens et sans cela que le séminaire que nous projetons vous sera utile. Et donc, dans l'exécution de la stratégie, on est toujours sur le dernier point, il y a des questions indispensables à se poser. Et ces questions, l'on a résumé en 7 plutôt. Et ces 7 questions, on a des frameworks, des outils conçus pour permettre à chacun de vous de pouvoir être capable de bien répondre à chacune de ces questions, de sorte à faciliter la mise en œuvre du plan stratégique. Les questions essentielles, c'est de savoir la capacité de l'entreprise à maîtriser les changements futurs, faciliter le comportement nécessaire à l'exécution, réussir, de concentrer l'attention de tous sur l'agenda stratégique, d'établir les bases de l'exécution de la stratégie. Et donc, l'on se pose la première question qui est de savoir, peut-être quelqu'un va penser que c'est évident, mais ce n'est pas évident. Qui est votre client primaire? Il faut être capable de répondre. On peut avoir un produit que plusieurs achètent, mais qui est notre client primaire? Qui? Sous-entend qu'on veut comprendre le profil parfait de ce client, du début jusqu'à la fin, avec un ensemble d'implications. La deuxième question, c'est comment vos valeurs fondamentales contribuent-elles à exécuter le plan stratégique? Là, on parle de la culture d'entreprise, on parle du leadership, on parle de l'exigence qualité, on parle d'un ensemble de soft skills que l'entreprise pourrait avoir. Et en quoi est-ce que ce soft skill contribue bien sûr à la réussite de l'exécution du plan stratégique? Si on en manque, ça veut dire qu'il faut créer. Comment gérez-vous la performance? Pour vous, la performance réside à quel niveau? Au niveau financier ou extra-financier? Quelle action? Et par quel outil? Vous faites le monitoring de votre performance. La quatrième question, c'est comment gérer la tension créative, parce qu'il faut être créatif, il faut être innovant, il faut faire recours à des meilleures pratiques. Comment est-ce que vous gérez cet aspect dans l'exécution de la stratégie? La question numéro 5, c'est de savoir comment encouragez-vous l'esprit d'équipe, le comportement collaboratif, parce que réussir, ce n'est pas une affaire individuelle.
Non, 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 pas du tout. C'est une affaire d'équipe. Et implémenter un plan stratégique à son terme et atteindre l'ultime objectif recherché par l'entreprise relève d'une cohésion, relève d'un objectif collectif. Et comment vous, en tant que manager, créez ou encouragez ce comportement collaboratif pour que tout le monde s'approprie les objectifs qui sont les siens? En 6, quelles limites stratégiques avez-vous fixées? Jusqu'à où vous ne devrez pas aller? Souvent, on a l'habitude de dire en management que la stratégie, c'est tout à propos de ce qu'on ne devrait pas faire. C'est tout à propos de ce qu'on ne devrait pas faire. Parce que c'est plus simple de dire, on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit faire cela, on doit faire cela. Mais quand on veut se tailler des limites, bien des fois, c'est difficile. Mais dans l'exécution, vous devez être capable de tailler des limites. Quelles limites stratégiques avez-vous fixées? Et enfin, la dernière question, quelle incertitude stratégique vous empêche de dormir la nuit? On est dans l'exécution. Il y a des éléments pour lesquels on ne pourrait pas avoir une appréciation nette au moment où on est en train d'exécuter. Parce que ça relève d'une... Bon, en fait, j'ai envie de dire, c'est le mot, c'est incertitude. Ça relève des facteurs un peu, j'ai envie de dire, un peu hors de contrôle, en fait, pour lesquels on sait que si on ne prête pas attention, ça peut remettre en cause tout ce que nous sommes en train de faire. Les incertitudes stratégiques. Ces incertitudes, ça peut être quoi? Des incertitudes liées à la concurrence, liées à la réglementation, liées à quoi? Je ne sais pas quoi. Mais il faut être capable de pouvoir, en fonction de votre secteur d'activité, de répondre à ces 7 questions sur un, je veux dire, nous on appelle ça balance scorecard, en fait, sur un tableau de bord qui va nous permettre, bien sûr, de savoir piloter la mise en œuvre de notre plan stratégique. Voyez-vous que ce webinaire de ce matin avait pour vocation d'épingler quelques points qui vont émailler le séminaire à venir et vous permettre de poser des questions pour qu'on puisse avoir une deuxième partie interactive pour répondre aux préoccupations des uns des autres. Vous permettre de pouvoir avoir la précision sur ce qui nous attend au cours de ce séminaire qui va avoir lieu à partir du 8 juillet, du 8 au 11 juillet. Tous, nous savons qu'un plan stratégique s'impose à tous. Tous, nous savons que l'environnement des affaires est un environnement changeant. Et cerner cet environnement changeant, c'est anticiper. Anticiper de la meilleure des manières en ayant un document qui part de l'ultime vision de l'entreprise. Et de cette vision, l'on décline des axes stratégiques. Et les axes stratégiques nous donnent lieu à des orientations stratégiques qui, elles-mêmes, débouchent sur des objectifs stratégiques. Et l'ensemble des objectifs stratégiques donnera lieu à un plan d'action qui engendrera un plan de suivi. Et le gérant ou dirigeant de l'entreprise a son roadmap, son tableau de bord qui regorge un ensemble d'indicateurs clés de performance et un ensemble de questions stratégiques qui aident à la mise en œuvre du plan stratégique. Et dans cette mise en œuvre du plan stratégique, on reste dans une logique très flexible pour pouvoir ajuster notre plan stratégique en fonction des réalités du terrain et on reste dans une perception de créer un environnement d'énergisation où on aligne le travail, je veux dire, en équipe, où on prend les décisions sur la base
des défis réels qui se présentent à nous sur le terrain, ou également aussi, on met à disposition les outils et l'accompagnement nécessaires pour que l'ensemble de l'équipe exécutive puisse bien sûr avoir les rudiments nécessaires pour pousser vers l'objectif de l'entreprise. Voilà un peu en résumé ce que nous avons passé en revue.